Acte 2. Scène 1. Le président martien, l'observateur cosmique, la représentante de la Lune, la représentante de Saturne, le représentant de Mercure, le représentant de Jupiter, le représentant de Pluton, la voix off du compteur, un résistant terrien, les voix off des Vénusiennes, la voix off d'un gardien. Troisième tableau, salle de réunion du Conseil. Les représentants sont assis sur une grande estrade en demi-cercle ouvert et face au public. Commencement de la scène, seules la Lune, Saturne et Mercure sont en place. Bruit de porte martienne. Le président martien entre en scène, suivi de l'observateur cosmique. Le président martien. Bonjour à tous. Tous. Bonjour, président. L'observateur s'assoit à une table pour rédiger le procès-verbal de la réunion. Le président martien, énervé, fait les 100 pas sur la scène. Le président martien. Bon alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent les banlieusards du système? Ils devraient être là depuis 1 heure martienne, ce n'est pas sérieux. Ah, ça commence bien. Saturne. N'oubliez pas, mon cher président, qu'ils habitent en périphérie du système. Moi-même, qui ne suis pas tout près, je m'y prends à l'avance. Le président martien. Eh bien, ma chère Saturne, quand on est loin, on fait comme vous, on part plus tôt. C'est logique, ça, non? Et puis, Neptune et Uranus, qui ne font désormais malheureusement plus partie du Conseil, étaient toujours à l'heure malgré leur éloignement. Lune. Président. Ils ont peut-être reçu le message plus tard. Président martien. Ironique. Oui, ou alors ils ne retrouvaient plus leur combinaison stellaire. Rire des représentants. Bruit de porte martienne. Les représentants de Pluton et représentants de Jupiter entrent en scène. Le président martien. Ah, vous voilà enfin. Il se met entre eux et les prend par le bras. Ces messieurs ont bien petit déjeuner. Ils sont bien réveillés, j'espère. Pluton. Mon cher président, veuillez excuser notre retard, mais on est venu ensemble, en coéquipage, pour économiser l'énergie stellaire. Je suis passé chercher Jupiter, et le détour prend du temps, forcément. Le président martien, exaspéré. Bon, ça va, prenez place, messieurs les représentants. Les représentants de Pluton et Jupiter vont s'asseoir. L'observateur cosmique compte les présents. Bon, maintenant que tout le monde est là, Observateur cosmique, je vous le confirme, mon président, tout le monde est bien là, je les ai comptés. Le président regarde l'observateur d'un air dépité. L'observateur lui sourit bêtement. Le président martien. Grave. Mesdames, messieurs les représentants du Conseil, je vous ai convoqués ce matin en urgence car la situation est grave, inédite et exceptionnelle. Et à situation d'exception, mesure d'exception. Mes chers représentants, j'avoue que pour la première fois de ma vie, le problème posé me laisse perplexe. Quant à la décision à prendre pour le résoudre, il convient d'en discuter entre nous et en concertation. En outre, nous devons prendre cette décision rapidement. J'entends par là qu'il en va de la survie de notre système solaire à brève échéance. Une clameur d'étonnement et de stupeur s'élève du rang des représentants. Le président essaye de rétablir le silence. La Lune. Enfin, président, de quoi s'agit-il? Vous êtes très inquiétant. Le président martien. Rassurez-vous, j'y viens tout de suite. Mais il faut tout d'abord que je vous précise qu'il nous faut prendre une décision qui convienne à tous. C'est la plus grosse difficulté à surmonter, car je vous sais d'opinions tellement divergentes lors de nos réunions du Conseil. Je fais donc appel à votre sens des responsabilités, car je vous le répète, il en va de notre survie à tous. Une nouvelle clameur s'élève. Saturne. Allez-vous enfin nous parler du vrai sujet? Jupiter. Allons, dites-nous tout, président. Le président fait de grands gestes pour arrêter la clameur. Le président. J'en arrive au fait. Chers représentants, c'est peut-être inouï, incompréhensible, sidérant, mais voilà, c'est un fait. La Terre est en train de basculer, et elle risque de... La clameur reprend. Mesdames, messieurs, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il fait de grands gestes d'apaisement. Elle risque, disais-je, de déséquilibrer tout le système solaire. Donc le but de la manœuvre est de la remettre sur son axe le plus vite possible. Pluton. Mais c'est insensé. Comment cela a-t-il pu arriver? Mercure. Oui, comment? Le président. Je me suis renseigné cette nuit. Vous savez que sur la Terre, la situation était mauvaise depuis longtemps. La tyrannie des représentants a conduit à la famine et au désastre général. Des hordes de terriens, spoliés et affamés, se sont formés et se sont déplacés vers le seul endroit où ils peuvent encore survivre, formant ainsi une gigantesque horde qui maintenant pèse d'un poids énorme et risque de faire basculer la planète. Mesdames et messieurs, c'est l'horrible vérité. J'ai pu la constater chez l'observateur cosmique hier soir, avec les instruments de l'observatoire. Voilà, je vous ai tout dit, et maintenant je compte sur vous et votre talent politique.
Je vous demande de me soumettre vos propositions pour régler cette situation catastrophique. Un silence s'installe et chacun se regarde dubitatif. Mercure. Moi, j'ai une solution, et une solution radicale. Il n'y a qu'à les expulser hors du système solaire en tractant la Terre à l'aide de la puissance de tous nos vaisseaux spatiaux réunis, et une bonne fois pour toutes s'en débarrasser. Après tout, ça fait tellement de ceinturies mercuriales que les terriens nous emmerdent avec leurs problèmes politiques. Ils l'auront bien cherché et mérité. L'observateur cosmique. Ce Mercure, ce qu'il monte vite en pression. Saturne, énervé. Tu me fais rire, c'est toujours pareil avec toi, Mercure, tu as le sang chaud. Je ne crois pas que l'on puisse se débarrasser du problème d'une façon aussi violente. Moi, je ne serai pas aussi catégorique. Cette planète fait partie de notre système tout de même. Clameur. Les autres. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mercure. Et toi, la représentante de Saturne, tu as une proposition à nous faire, hein? J'attends. Silence. Ah, je te reconnais bien là. Tu ne sais jamais prendre une vraie décision. Tu hésites, tu objectes, tu ergotes, tu juges, et tu vilipendes suivant ton humeur inégale et changeante. Mais quand nous proposes-tu des solutions et du concret lors de nos réunions? Quand? Jamais. Et vous voyez bien, cher représentant, heureusement qu'il y a des Mercuriens pour prendre de vraies décisions dans ce conseil. Au nom de Mercure, je revendique l'action, la détermination, face à l'indécision habituelle de Saturne. Saturne se lève agacé. Soyez mes témoins, mesdames et messieurs les représentants. Mercure m'agresse alors que je ne fais qu'essayer de tempérer sa nature sanguine. Car enfin, cette idée de tracter la Terre hors du système solaire est une pure gageure. Techniquement très compliquée, et cela risque de déséquilibrer davantage le système. Nous irions alors vers l'inconnu. De plus, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en œuvre une solution aussi terrible. C'est une question d'éthique. Pluton, je suis d'accord, c'est une ineptie. La Terre penche et risque de déséquilibrer le système. Alors réfléchissez. Si on l'enlève de son orbite, a fortiori, cela risque de déséquilibrer le système encore plus que maintenant. C'est la logique, non? Lune. Monsieur le représentant de Pluton, vous avez bien raison. Pluton. Il s'incline. Merci, madame. Mercure fait un geste d'agacement. L'observateur cosmique. Il se lève en regardant le président. En tout cas, si vous avez besoin d'un chauffeur, je suis votre homme. C'est une opération délicate et j'ai mon permis de transport spatial en commun. Alors si vous décidez... Le président à l'observateur en le faisant se rasseoir. Bon, ça va, on ne t'a pas sonné, hein. Aux autres. Mesdames, messieurs, je vous arrête tout de suite. Inutile de palabrer sur ce sujet. Nous n'avons pas le budget, cela coûterait bien trop cher au Conseil. Et puis c'est dangereux pour l'équilibre de notre système, comme disent les représentants saturniens et plutoniens. Merci au représentant mercurien pour sa proposition, mais objectivement, nous ne pouvons la retenir. Lune. Mon cher président, puis-je émettre un avis? Le président, l'air charmeur. Je vous en prie, chère représentante lunienne. De votre part, je suis certain que cet avis sera éclairé. L'observateur cosmique, il rit. Bien qu'elle ait aussi sa face cachée. Lune. Je suis vraiment en périphérie de la Terre, vous le savez tous. Et en tant que voisine, j'ai vraiment à pâtir du comportement des terriens. Les bruits, les odeurs, leurs déchets qui nous envoient dans l'espace, tout cela devient insupportable à vivre. Malgré nos ambassades et toute la compétence de notre diplomatie, il n'y a rien à faire. Ils ne tiennent pas compte de nous. Ils jouent pertinemment du fait que nous sommes moins puissants qu'eux, et ils profitent de ce rapport des forces. Ça dénote bien leur mentalité, mon cher président. Le président. En effet, à plusieurs reprises, vous avez fait part de vos doléances au Conseil, et je suis désolé que les demandes de médiation du Conseil aient échoué. Les représentants terriens sont sourds à nos doléances depuis longtemps. Que pouvons-nous faire pour qu'ils nous entendent? Une guerre? L'une. Sans aller jusque-là, et dans un premier temps, président, je pense qu'il faudrait que nous mettions des conditions à leur sauvetage. Il faudrait qu'ils promettent par un acte écrit de ne pas recommencer leurs querelles intestines et de changer leur comportement. Et ensuite, s'ils ne respectent pas leurs promesses, le Conseil pourra se lancer dans des représailles. Pluton. Alors là, je suis d'accord. Obligeons-les à changer. Ou alors nous occuperons la Terre avec une force de paix interplanétaire. C'est vrai à la fin. Il y en a assez de leur comportement. Ils ont eu des aides de la part du Conseil, mais ils les ont dépensées sans compter. Les résultats sont catastrophiques. Assez de gabegies, mesdames et messieurs les représentants. C'est trop facile. Nous, les plutoniens, nous sommes loin du centre du système, et nous nous débrouillons tout seuls sur notre planète aride et perdue. D'un désert, nous en avons fait un Éden. Et eux, d'un paradis, ils en ont fait un enfer. C'est injuste. Nous ne réclamons jamais de subsides au Conseil. Alors ça suffit d'engraisser des terriens dispendieux et irresponsables.
Ils sont trop gâtés. Ils ont tout ce qu'ils désirent dans leur merveilleuse planète, et ils ne sont pas capables de s'en rendre compte. Et puis, ils se battent sans arrêt pour des bêtises. Mercure. Tu as bien raison, Pluton. Il y en a assez des subventions jetées par les fenêtres de l'espace. De plus, ils ont des conditions naturelles idéales, et tout pour être heureux. Le climat, les ressources, regardez nous, les Mercuriens, malgré notre climat torride et nos sols désertiques, regardez les miracles dont nous sommes capables en dehors de toute aide. Il faut donc changer d'attitude vis-à-vis des terriens. Je vous rejoins donc sur ce point, ma chère Lune. Jupiter. Et que dire alors de chez nous sur Jupiter? Que dire des ouragans magnétiques, des tremblements de Jupiter, marées gigantesques, de nos volcans géants qui crachent les feux de l'enfer? Et j'oubliais les difficultés et le coût exorbitant pour s'extraire de la gravité énorme de notre planète. Au nom des Jupitériens, je vous rejoins aussi. Saturne. Idem pour nous les Saturniens, toujours prisonniers d'une atmosphère gazeuse et suffocante. Tenez, mon cher président, imaginez-vous sans arrêt dans les airs et ne jamais mettre les pieds au sol, car le sol n'existe pas chez nous. C'est usant à force. Le président martien, à l'observateur cosmique. Non, je ne me l'imagine pas, en effet. Ah, les pauvres. À tous. Bon, c'est tout. Ce n'est pas un peu fini de nous réciter vos couplets chauvins, fini de nous déballer vos prêches pour chapelle planétaire? Allons, mesdames et messieurs, les représentants, ne nous éloignons pas du sujet, mais je veux bien retenir la proposition de la Lune concernant l'engagement des terriens à changer, et aussi les obliger à assister au Conseil. Il se tourne vers l'observateur cosmique. Allez, note-moi ça, cette proposition sur le procès verbal. L'observateur cosmique commence à taper sur une machine imaginaire. L'observateur cosmique. Mon cher président, faut-il envoyer un message aux terriens avec accusé de réception pour qu'ils confirment notre proposition? Le président. Non, écris cette proposition sur le procès verbal pour le moment. Aux autres. Quand nous aurons trouvé la solution, nous leur enverrons un ultimatum, et là, ils seront bien obligés de l'accepter. Allons, poursuivons. Nous prenons du retard. Mercure. J'ai une autre proposition à faire au Conseil. Décidément, il n'y a que moi qui ai des idées ici. Et le président. Venons-en au fait, je vous prie. Mercure. Je propose d'utiliser notre super canon laser pour redresser la Terre. Le président. Ce canon appartient à tous sous la houlette d'une autorité nommée par le Conseil du système. Son utilisation doit servir à des fins uniquement militaires afin de contrer une éventuelle attaque venue de l'espace. De plus, comment comptez-vous l'utiliser dans ce cas précis, monsieur le représentant? Mercure. Il suffit d'en orienter la visée vers le point d'impact adéquat, afin de provoquer un choc qui remettra la Terre en rotation sur son axe polaire géographique. Nous possédons d'excellents scientifiques sur Mercure qui sauront résoudre ce problème par de savants calculs. Voilà tout. Jupiter. Voilà tout, c'est un peu expéditif. À supposer que cette solution extravagante parvienne au but recherché, c'est-à-dire que la Terre réagisse bien en pratique, que ferons-nous dès lors, en notre âme et conscience, des millions de terriens tués dans l'opération provoquée directement par la frappe du canon laser? Si des conséquences de cette frappe, sans compter les catastrophes naturelles, les tremblements de terre et autres rats de marée qui s'ensuivront forcément. Mercure. Mon cher Jupiter, il y aura forcément du grabuge, comme dans toute opération que nous effectuerons. Comment pensez-vous remettre la Terre sur son axe sans provoquer de catastrophes à sa surface et par conséquence des millions de victimes? C'est ridicule. La situation est gravissime pour l'équilibre du système, et vous l'avez entendu de la bouche du président. Si quelques terriens sont sacrifiés et que tout le système est sauvé, personnellement, je n'aurai aucune hésitation à faire ce choix. Lune. Messieurs les représentants, je m'oppose à toute violence envers des terriens innocents et déjà victimes pour le plus grand nombre de leurs dirigeants. Même si je ne suis pas d'accord avec la gestion de leur planète, les terriens ne doivent pas souffrir davantage. Je ne veux pas avoir tous ces morts sur la conscience. Mercure. Mais êtes-vous stupide ou quoi? De toutes les façons dont nous nous y prendrons, il y aura des victimes. Entendez bien cela. Inutile de vous mettre la tête dans le sable comme une autruche vénusienne. Lune, furieuse. Moi, une autruche vénusienne? Je vous interdis de... Le président. Allons, allons. Ça ne va pas recommencer. Vos querelles sont hors de propos. Allons, mesdames et messieurs les représentants, un peu de sérieux. Lune. Elle se lève et fait face au président. Président, je ne suis pas une autruche vénusienne. Il faut que Mercure me fasse des excuses, sinon je quitte le conseil de ce pas. Le président. Allons, monsieur le représentant de Mercure, il faut vous excuser. Bon, ça va, je me suis emporté. Je présente mes excuses à la représentante de la Lune. Le président. Merci. L'incident est clos.
à la Lune. Vous pouvez regagner votre siège. L'observateur cosmique au président. Est-ce que je note dans le procès-verbal que monsieur le représentant de Mercure a traité madame la représentante de la Lune d'autruche vénusienne? Le président. Les personnages de la scène se fichent quand ils parlent au public. Ils désignent les représentants puis ils désignent l'observateur cosmique. Ah, je ne suis vraiment pas aidé. Entre ceux-là qui sont sans arrêt en train de se chamailler et cet idiot universel qui me sert de greffier. Non, tu ne notes pas les incidents de séance.